Région parisienne, gare Sainte-Geneviève-des-Bois, dans l'Essonne, le 13 février 2006. Il est 8 h du matin. Ceux qui courent pour prendre leur train vont basculer dans l'horreur. Un homme nu, le corps carbonisé, agonisant, rampe le long de la voie ferrée. Il gît là, épuisé, pieds et poings liés, lardé de coups de couteau. Les chairs atrocement brûlées. Incapable de s'exprimer, il est couvert d'hématomes, signe qu'il a été battu et torturé. Il a quand même été immolé, donc brûlé à 80%, et il a subi des sévices atroces. Il est abandonné là, laissé pour mort. Les pompiers font sauter les menottes qui cisaillent ses poignets. Dans l'ambulance, le jeune homme fait 2 arrêts cardiaques. Transféré à l'hôpital Cochin, malgré une résistance incroyable, à midi, la victime succombe à ses blessures. Un simple fait divers? Non, c'est le début de ce qu'on va appeler l'affaire Ilan Halimi. Victime d'une bande de jeunes de banlieue. Ce qu'on va apprendre va bouleverser la France. Plus que les supplices endurés par Ilan Halimi, c'est les motivations de ces tortionnaires qui vont révolter l'opinion publique. Ilan a été enlevé et séquestré et torturé pendant 3 semaines. Pour de l'argent, mais pas seulement. Ilan a été juif et ses ravisseurs l'ont choisi pour ça. Parce qu'il croyait au cliché antisémite classique, juif égale argent. Au journal de 20 h, le 18 février, c'est d'abord le cri d'une mère qui bouleverse les téléspectateurs. Elle raconte le calvaire de son fils Ilan. Il a tout eu, il a été brûlé, il a été coupé, on l'a affamé, ils l'ont laissé nu sur l'autoroute. Il n'avait plus aucune chance, il était mourant quand ils l'ont laissé. Cette mère, c'est Ruth Halimi, la mère d'Ilan. Elle refuse de montrer son visage, par pudeur et parce qu'elle a peur. Ceux qui viennent de tuer son fils l'ont, elle aussi, menacée de mort. Elle et toute sa famille. Le 17 février, matin des obsèques d'Ilan, ils ont reçu un coup de téléphone. Vous êtes contents? On va vous faire la même chose. Au bout du fil, celui qui a le cynisme et la cruauté de menacer la famille Halimi, c'est un certain Youssouf Fofana. Il est le cerveau présumé de l'enlèvement. Qui est donc Youssouf Fofana? Pourquoi s'en est-il pris à Ilan Halimi? Le 17 février, ses complices sont arrêtés dans la banlieue parisienne, à Bagneux. On découvre un gang, le gang des barbares. Ce qui frappait, c'était la cruauté vraiment de ce gang. Et on se disait tous, visiblement, s'il s'agit de personnes, des griffes desquelles on n'échappe pas. Ilan avait 23 ans, Fofana en a 25. Ils viennent des mêmes quartiers populaires, du même milieu social. L'un est juif, l'autre musulman d'origine ivoirienne. Ils sont tous 2 français. L'un sera une victime, l'autre son tortionnaire. Pourquoi? Retour sur les itinéraires croisés d'Ilan et de Youssouf. Je crois que nulle personne au monde ne méritait cette mort, et surtout pas un jeune homme de 23 ans, quelle que soit sa religion et quelle que soit sa couleur de peau. Ilan Halimi était français. Parce qu'il était juif, il est mort à 23 ans. C'était un jeune homme comme des millions d'autres, gai, drôle, à la fois insouciant et réfléchi. Pour la première fois, Jonathan parle d'Ilan, son ami. C'était quelqu'un de droit, il ne montrait pas quand il était mal, il n'avait aucun vice, il pensait rien de mal. C'était quelqu'un d'exemplaire. Ilan est le petit dernier de la famille Halimi, le seul garçon aussi. Avant lui, sa mère Ruth et son père Didier ont eu Anne-Laure et Yaël. Du Maroc, ses parents émigrent en France en 1981. Ilan naît en 82. Ses parents divorcent, le début de la galère financière pour sa mère. Pour s'en sortir, elle fait des ménages. Youssouf Fofana naît, lui, en 1981 à Paris, 2 ans avant Ilan Halimi. Ses parents sont arrivés de Côte d'Ivoire en 72. Sa mère est femme de ménage, comme la mère d'Ilan Halimi. La famille Halimi habite un 3 pièces dans une cité HLM du 12e arrondissement de Paris, non loin de la cité du 19e où vit la famille Fofana. Youssouf est le 3e d'une famille de 6 enfants, tous nés en France. Il est aimé comme tous les autres enfants, mais lui, il veut se faire remarquer davantage, peut-être, c'est tout. Mais sinon, il est comme tous les enfants de la famille. Il veut se donner une posture, voilà, il veut se forger une personnalité, il veut se faire remarquer, et voilà. Le frère aîné de Youssouf, Daouda, est un caïd de Belleville. Pour se faire un prénom, pour être respecté comme son aîné, Youssouf se met à la boxe. Il se forge une réputation de tueur sur le ring.
Ce gamin-là, qui est né à la même époque qu'Ilan Halimi, qui a grandi dans les mêmes conditions, parce qu'Ilan Halimi était issu d'une famille aussi modeste que celle de Fofana. Il a été élevé seul par sa mère. Son papa a quitté le domicile quand il avait 2 ans et demi. Je me dis, voilà, qu'est-ce qui amène Fofana à vouloir attraper un juif? Qu'est-ce qui se passe dans la tête de ce gosse-là, quoi? En 92, Youssouf a 14 ans quand sa famille s'installe à Bagneux. La cité du Prunier Hardy est calme, avec ses immeubles propres et ses espaces verts. Elle a même plutôt bonne réputation, malgré ses quelques dealers de cannabis qui traînent en bas des immeubles. Daouda, le frère aîné, part en prison pour trafic de drogue. Malgré un père sévère, Youssouf suit les traces de son grand frère, les 2 seuls délinquants de cette famille de 6 enfants. Fofana, c'est un jeune homme d'origine ivoirienne, 25 ans, apprenti plombier, petit voyou à la noix, qui dit à son professeur quand il est à l'école, il dit, quand il a 15 ans, il dit « Vous inquiétez pas, la roue tourne et les billets changent de main ». C'est-à-dire qu'on s'aperçoit au travers de cette phrase que dès l'âge de 15 ans, la seule chose qui l'intéresse, c'est le pognon, quoi. Et que donc, il va comme il n'a pas les moyens normaux, travailler, etc., d'en gagner, il va chercher à en faire autrement de l'argent. Pour se faire de l'argent facile, Fofana va braquer une supérette. Fofana tire sur un vigile au fusil à pompe. Le vigile reste handicapé. Fofana est condamné à 4 ans de prison. Quand Fofana rentre à Fleury-Mérogis, Ilan Halimi passe son bac. Le week-end, il travaille dans une boutique de téléphone dans le quartier République à Paris. Il a commencé jeune à travailler. C'était un travailleur. C'était quelqu'un, franchement, j'ai qu'une bonne image de lui. Ilan veut travailler tôt, d'abord pour aider sa mère financièrement. Il passe un BTS immobilier. Il rentre dans une agence immobilière. Ilan est passionné par son job. Malheureusement, l'agence ferme. Retour à la case départ. En janvier 2006, Ilan redevient vendeur de téléphone. Lorsqu'il a été enlevé, il n'était dans cette boutique que depuis quelques jours. Et lorsqu'il ne travaillait pas, Ilan sortait avec ses potes. Et Ilan était un enfant de cette génération SOS, justement, avec des amis d'univers très, très variés. Je pense à ses 2 meilleurs amis, ils s'appelaient Karim et Jérémy. Ilan a grandi dans un univers black blanc beurre. Le racisme lui était étranger. Il n'était pas du tout raciste. Il rigolait avec tout le monde, c'est-à-dire noir, arabe, tout ça, on était tous égaux. En 2002, Youssouf Fofana sort de prison. Retour à Bagneux. Il a changé. Il s'est endurci. En tôle, il a rencontré de vrais caïds, ou ceux qui aimeraient le devenir. Parmi eux, un certain Jean-Christophe Sombou, dit Craps, un petit délinquant de Bobigny. Dans sa cité, Fofana commence à proposer des plans séquestration. Après son séjour en prison, Fofana est-il devenu un caïd à Bagneux ? Le gros caïd, le type qui est respecté, c'est le type qui tient le business de la cité, c'est le type qui organise le trafic de hache, de pièces détachées, qui tient sous sa coupe toute une structure. C'est ça le caïd de banlieue. Ça n'a rien à voir. Là, c'est un demi-débile, extrêmement agressif et méchant. C'est le gros bras de banlieue, c'est le type qui fait peur parce qu'il n'est pas contrôlable, qu'on sait qu'il a déjà fait de la tôle, qu'il est violent et qu'on a vraiment peur de lui. En tout cas, il n'a pas créé une structure, quoi. Il a juste mis en place un stratagème, quoi. Le stratagème de Fofana est simple. Pour ses plans séquestration, il va tendre un piège à ses futurs otages. Il utilise des jeunes filles comme appât pour séduire une cible bien particulière. Fofana veut enlever des juifs. Pourquoi des juifs ? Parce que dans son esprit flotte un cliché antisémite classique. Les juifs ont de l'argent. Pour lui, si les otages ou leurs familles ne peuvent pas payer la rançon, la communauté juive, que Fofana dit solidaire, paiera pour libérer l'un des siens. Pour assurer la logistique de son plan, Fofana avec son copain Craps va recruter sa bande, celle qu'on appellera le gang des barbares. Le Fofana, il est un peu dans ce schéma-là, c'est-à-dire qu'avec son copain Craps, ils sont un peu le noyau criminel et professionnel de cette histoire. Et ils vont s'adresser comme ça à leur entourage proche, alors non pas à des voyous professionnels, c'est-à-dire qu'il ne va pas monter une équipe comme si vous alliez au braquage ou dans un trafic de stupes, mais ils vont faire appel généralement, ils vont pas bien loin, ils vont dans la cage d'escalier, ils vont dans l'immeuble d'à côté, et ils vont demander aux gens qu'ils connaissent depuis tout petit. Au premier rang, il y a Youssouf Fofana, 25 ans. À ses côtés, on trouve Jean-Christophe Sombou, alias Craps. C'est Craps et ses 2 de ses potes de Bobigny qui joueront les gros bras lors des enlèvements. Youssouf Fofana a recruté 2 lieutenants à Bagneux.
Il y a Samir, alias Smiler, baptisé Sourire à cause de sa bouche édentée. À 28 ans, ce délinquant multirécidiviste est tombé plusieurs fois pour trafic de drogue et vol de voiture. C'est Smiler qui sera chargé de trouver les lieux pour séquestrer l'otage. Second lieutenant de Fofana, Christophe, alias Moko, 23 ans, l'informaticien qui apprendra à Fofana à créer des adresses mail et à utiliser des labyrinthes téléphoniques pour semer la police. Ensuite, on trouve Jérôme, alias Coup de tête, 21 ans, manutentionnaire au chômage, petit dealer de shit. Il y a aussi Audrey, étudiante, petite amie de Jérôme, qui après quelques tentatives avortées, refusera de jouer les appâts pour Fofana. Il y a aussi Tiffaine, 19 ans, lycéenne. C'est elle qui recrutera des appâts pour Youssouf Fofana. C'est elle qui lui présente Yalda, 16 ans, celle qui ira séduire Ilan pour qu'il soit enlevé. Yalda est lycéenne et veut devenir mannequin. Pourquoi ces jeunes inconnus des services de police ont-ils suivi Fofana dans son projet criminel? De toute façon, ils n'avaient pas trop le choix, disent-ils. Il y en a un d'eux qui, très clairement, dans la cité, on savait qu'il ne fallait pas l'enculer, sinon ce serait chaud pour nous, quoi. En plus, Fofana leur promet des milliers d'euros sur la rançon, de l'argent facilement gagné. La fin justifie les moyens. Voilà. Dès lors qu'on peut gagner de l'argent, quel que soit ce que nous pourrons faire pour y parvenir, ce qui compte, c'est de gagner de l'argent. Fofana était-il le chef de toute cette bande de bagneux? Est-ce lui le cerveau du gang des barbares? L'avocat des parents de Youssouf Fofana, Philippe Missamou, ne le croit pas. Mais il n'a jamais dit qu'il était le chef du gang des barbares. Il ne peut pas être un chef. Il n'en a ni les capacités intellectuelles, ni les facultés mentales. Non mais très honnêtement, et ni, on va dire, le charisme en tant que tel, c'est-à-dire que physiquement, il ne peut pas. Malgré tout, c'est Youssouf Fofana, l'auteur du piège machiavélique qui s'est refermé sur Ilan Halimi. C'est aussi Fofana qui a mis en échec les policiers d'élite de la brigade criminelle pendant 3 semaines. Retour sur le piège tendu par Fofana. Le 17 janvier 2006, Fofana demande à Yalda de l'accompagner boulevard Voltaire dans le 11e arrondissement de Paris. Sa mission, séduire un vendeur de téléphone juif et récupérer son numéro. Un jour se présente une jeune fille, plutôt accorte, qui va faire une petite entreprise de séduction. Hein, sous un prétexte fallacieux, elle se présente pour acheter un téléphone, je crois, ou bon, une question technique quelconque. Bon, il va tomber dans un piège, il est appâté par le biais d'une jeune fille que l'on dit pulpeuse. Séduit par Yalda, il lui donne son numéro de téléphone. John se souvient de la fierté d'Ilan après le passage de Yalda dans sa boutique. C'était la première chose qu'il a fait en sortant. Il a dit regarde qui j'ai comme numéro. C'est si voilà sa prochaine conquête, t'es content, c'est-à-dire pas prochaine conquête, mais ça, voilà, c'est histoire de passer du bon temps. Ilan est séduit. Mission accomplie pour Yalda. Fofana lui a promis 5 000 € sur la rançon. Yalda rentre tranquillement chez elle. Quand on a 16 ans et qu'on démarre comme ça dans la vie, sans elle, rien n'aurait été possible. Yalda rentre dans son pavillon à Aulnay-sous-Bois. Sa mère aide-soignante se fait du souci. Le mois dernier, Yalda a posé pour des photos sexy pour 30 €. Elle est loin d'imaginer que sa fille est le pivot d'enlèvement d'Ilan Halimi. Ce qui est terrible sur cette gamine, c'est qu'on sait qu'elle a une vie difficile, qu'elle est venue d'Iran avec sa mère, que sa petite sœur est handicapée, qu'elle a été victime d'une tournante quelques années auparavant. Et donc de n'avoir aucune compassion. Elle a été dans la situation de quelqu'un qui souffre, elle a été torturée, elle a été victime et elle participe à ça. Le 20 janvier, Yalda appelle Ilan. Il est chez sa mère, ses copains refusent de sortir ce soir-là. Ilan accepte de la rejoindre à 22 h, porte d'Orléans. Ils se retrouvent au bistrot Paris-Orléans. Ils prennent un verre. Il accepte de la raccompagner à Sceaux, dans la banlieue parisienne. Ilan gare sa voiture sur un parking. Il suit Yalda dans le petit parc qui mène à son appartement. Il ne voit pas Fofana et 3 de ses complices cagoulés, cachés derrière des buissons. Ils attendent que Yalda donne le signal. Arrivée sur place, elle a un système de code, elle donne un mot-clé au moment de rentrer, par de ses clés perdues ou oubliées. Et là, il va se retrouver face à cette équipe de ravisseurs et ça va être le début de son calvaire. Fofana et ses complices se précipitent sur Ilan Halimi. Terrorisé, il hurle pendant 2 minutes. Maîtrisé, Ilan est jeté dans le coffre d'une voiture volée. À son bord, Youssouf Fofana, Jean-Christophe Sambou et 2 de ses sbires de Bobigny. Destination, la planque de Bagneux.
L'enlèvement d'Ilan Halimi est le premier coup réussi du gang des barbares. Depuis 3 ans, Fofana a déjà tenté de racketter 60 cibles, presque toutes d'origine juive. Autre point commun, tout habite la banlieue sud de Paris, avec à chaque fois le même mode opératoire. En 2002, Fofana s'attaque à une vingtaine de chefs d'entreprise et de personnalités, comme Jérôme Clément, le patron de la chaîne Arte, Joseph Cohen-Saban, avocat, et Ronnie Broman, ex-président de Médecins sans frontières. Le gang des barbares envoie des cassettes vidéo. Cette cassette vidéo représentait des gens cagoulés, armés. Un type un peu ridicule d'ailleurs, avec un fusil d'assaut, une grenade à la main. Il rampait bêtement vers une maison, apparemment, j'espère, inoccupée, et il lançait sa grenade qui éclatait dans la maison. Ça, c'était l'illustration destinée à me mettre en situation. Voilà ce qui va vous arriver si vous ne versez pas la rançon. Ronnie Broman, le cofondateur de Médecins sans frontières, reçoit lui aussi des menaces. La somme effarante qu'il demandait, c'était 750 000 €. Donc je me demande comment il pouvait imaginer que j'ai une somme pareille à ma disposition. Plus étrange, la remise de la rançon est impossible. Il y avait un paiement étagé, je devais payer 250 000 par 250 000. Les différentes étapes étaient tout simplement incompréhensibles. Donc non seulement l'adresse mail ne fonctionnait pas, mais la procédure elle-même était opaque, embrouillée, impossible à suivre. Donc il y avait un côté zozo. Des zozos qui, quelques semaines plus tard, mettent leurs menaces à exécution. Le groupe qui me menaçait a tiré une balle à travers le portail de ma cour. Balle qui a traversé donc le portail lui-même, qui est un portail métallique. Mais du coup, la balle n'a pas résisté et la police ne l'a jamais retrouvée, elle a fondu. Et en plus, ils ont jeté 2 cocktails Molotov dans la cour, assez loin, des cocktails qui n'ont pas brûlé, qui n'étaient pas très bien faits, visiblement. Enfin bon, on a retrouvé les éclats de verre et le mélange ne laissait aucun doute sur le fait que c'était des cocktails Molotov. Tir de balles, jet de cocktail Molotov, la spirale criminelle s'accélère. Les victimes de ces intimidations, comme l'avocat Joseph Cohen-Saban, commencent à avoir peur. Cette affaire m'a fait une peur rétrospective terrible. Je vivais à l'époque tout seul avec mon petit garçon qui avait 2 ans dans une maison. Ces gars sont entrés chez moi quand mon fils dormait. Ça, je pardonne pas. Fofana a encore échoué. Il a un autre plan. Ses prochaines cibles, des médecins du 16e arrondissement de Paris. Ses tentatives de raquette échouent encore, même si la violence va crescendo. Fofana passe à ses fameux plans séquestration. Gang des barbares, c'est des Mickey. Le terme est un peu difficile parce que l'affaire est dramatique. Mais effectivement, on est loin de la grande criminalité. La grande criminalité, pour cause, hein, elle ne s'adonne plus aux enlèvements il y a bien longtemps. Hein, elle a bien compris depuis les années 70 que ça marchait très très rarement. Il y a peut-être 2 kidnappings qui ont marché dans toute la décennie 70 où c'était la mode de ces actes-là. Donc il y a bien longtemps qu'elle s'est retirée. La grande criminalité, elle se kidnappe entre elles. C'est-à-dire s'il y en a un qui a une dette ou une mise à l'amende, voilà. Mais on ne va pas aller chercher forcément l'enlèvement lucratif auprès de la société civile. Voilà. Donc eux, déjà, ce postulat-là, il démontre que c'est des gens qui ne sont pas très bien insérés dans une criminalité professionnelle. Donc c'est un gang, on a l'impression déjà, une histoire d'enlèvement où vous êtes 10, où vous êtes 12, 15, c'est déjà pas possible. C'est déjà anti-professionnel. Avant Ilan, il y aura 6 tentatives d'enlèvement. Le 6 janvier 2006, ça a failli réussir. Comme à chaque fois, Fofana envoie un appât. Cette fois, il s'agit d'Alexandra. Elle doit attirer Jimmy Douyeb, le fils de Michael Douyeb. Elle était producteur de musique, elle voulait donc qu'il l'aide dans sa carrière. C'était le leitmotiv, quoi. À force d'attendre, au bout d'une demi-heure, elle me demande donc de la raccompagner. J'ai accepté, parce qu'il était quand même 2 h du matin à ce moment-là, et il n'y a pas de transport en commun, quoi. Michael Douyeb raccompagne Alexandra à Bagneux. Il ne se doute pas qu'il va tomber dans un piège. Nous approchons de l'immeuble, c'est cet immeuble-là, où donc j'ai été agressé. Effectivement, je me suis garé dans ce même parking, et je l'ai accompagné jusqu'à là, et en fait, quand je lui ai posé la question de savoir s'il y avait un appartement là où elle voulait me faire descendre les 5 marches, elle m'a dit que oui, c'est un local où on nous laisse faire de la musique. Dès qu'il y a la zone d'ombre qui apparaît, ben c'est tout de suite les hommes encagoulés qui me sautent dessus avec une sauvagerie
Ça pleuvait de tous les côtés. J'ai reçu un coup de crosse avec de revolver, oui. Et puis après, c'était matraque pour américain. Enfin, toute la panoplie des armes à faire mal, quoi. Et je me suis retrouvé avec des menottes dans le dos. Les voisins ont appelé la police, heureusement pour moi. Et puis, écoutez, j'ai été donc transporté aux urgences. Les agresseurs, eux, se sont sauvés en laissant sur place tout leur attirail et la voiture volée. Michael Douyeb a échappé à l'enfer. Roué de coups, il passera un mois à l'hôpital. Fofana a encore échoué. Il imagine un autre piège, celui dans lequel Ilan est tombé. Retour à Bagneux, aux alentours de minuit. La cité d'or. Il l'emmène sur le seul territoire qu'il maîtrise un petit peu, qui est en gros leur cité. Il l'emmène chez eux. La voiture s'arrête devant le numéro 1 de la rue Serge Prokofiev. Ilan est porté par Fofana et Craps. Nabil et Smiler, deux geôliers, le réceptionnent dans la planque. Un appartement en travaux au 3e étage à droite. Un appartement loué clandestinement 1500 € à Gilles, le concierge de la cité. Ils vont, grâce au concierge de l'immeuble, réussir à avoir un appartement dans un immeuble, vide bien sûr. Ilan Halimi va être transporté là-bas. Et à partir de ce moment-là, ils vont se relayer tour de rôle pour le garder. On le déshabille, on lui met des menottes, on le recouvre de scotch, on le prend en photo. Un revolver sur la tempe. Une mise en scène qui rappelle celle des ravisseurs de Daniel Pearl en 2001. Il se comportait véritablement comme le font les preneurs d'otages en Irak et en Afghanistan. Son visage a été recouvert de scotch, voilà. Et ils ont laissé simplement la bouche puisqu'ils lui ingurgitaient des aliments. La famille Halimi reçoit un appel des ravisseurs pour qu'ils regardent leur boîte mail. Ils découvrent la photo d'Ilan, en caleçon, les yeux bandés par du ruban adhésif avec le journal du jour. Avec pour tout message, envoyez 450 000 €, sinon vous pouvez appeler les pompes funèbres. Les Halimi préviennent la police. Ces photos qui ont été prises, où l'on voit Ilan Halimi souffrir, on le voit dans mes souvenirs avec un pistolet sur la tempe, on le voit avec une espèce de trucage numérique qui est fait derrière avec des ballons de toutes les couleurs. On sent une extrême bêtise quoi, chez les geôliers et un sadisme absolu. Quoi. Voilà, ça m'a choqué. Pour mettre la pression sur la famille Halimi, Fofana enverra 3 photos de l'otage et une vidéo. Pour l'une d'entre elles, il demandera même à Smiler de balafrer Ilan au cutter avant de le prendre en photo. Ils ont mis en place des simulacres aussi de sodomie. Ils ont mis en scène une fausse exécution. Et à côté de ça, il y avait la tête d'Ilan Halimi qui était complètement terrorisée, bien sûr. C'était vraiment, effectivement, c'était un déversement de haine et d'agressivité sur ce pauvre Halimi. À chaque demande de rançon, les ravisseurs menacent de lui couper un doigt. Et cette séquestration, qui va durer 3 semaines, du 21 janvier, je crois, au 13 février, et 3 semaines pendant lesquelles Ilan Halimi va vivre l'enfer avec des geôliers qui seront complètement sous l'emprise de Youssouf Fofana et qui vont transformer en jouets. Les geôliers se relaient, les sévices continuent. Ils l'ont brûlé avec des mégots de cigarettes et ils ont déchiré la peau, ils ont arraché les oreilles, ils ont fait des choses horribles. Pourquoi un tel déferlement de haine et de violence gratuite ? L'enlèvement qui ne devait pas excéder 2 jours va durer 3 semaines. Puisque l'argent ne vient pas, les ravisseurs rendent Ilan responsable. On a l'impression que c'est ça le ressort psychologique, c'est qu'au début ils ne veulent pas forcément le torturer physiquement ou le rendre en mauvais état, mais qu'il y a une espèce de haine qui monte parce que devant l'impossibilité pour eux, ils s'aperçoivent que plus ils vont dans le mur, plus il y a cette impasse comme ça qui se profile. Et donc plus leur histoire était foireuse, plus ils devaient se regarder dans la glace, ils n'arrivaient plus à se regarder dans la glace, et plus ils devenaient violents et plus ils devenaient cons, quoi, en gros. Les geôliers n'ont aucune compassion. Jamais ils ne prononcent le prénom de leur victime. Ils l'appellent l'autre. Pour eux, Ilan n'est plus un être humain, c'est une chose, un paquet encombrant. Ils ont un type devant eux qui est à moitié nu, qui est malheureux, qui est malade, qui est tout maigre, qui ne mange pas à sa faim, qui pisse dessus. Et là, c'est tellement simple de s'en prendre un mec comme ça. Ils le font quand même, quoi. Donc c'est de la facilité débile, quoi. Mais le pire reste à venir, car Ilan va mourir. C'est vraiment l'horreur même.
cette affaire. Voilà. Quand on voit les photographies notamment de l'autopsie, on se dit mais comment l'être humain peut finalement être aussi barbare, aussi sauvage. Il s'agissait au départ d'un crime crapuleux. Le motif était uniquement l'argent, mais qu'il y a eu des connotations antisémites très fortes qui s'y sont jointes. Au début de l'enquête, la police et la justice écartent le motif antisémite. La déclaration de la mère d'Ilan Halimi fait l'effet d'une bombe. Le sort était scellé depuis le départ, en fait. C'était un crime antisémite. En effet, en garde à vue, certains membres du gang des barbares expliquent pourquoi ils ont choisi d'enlever un juif. Les complices de Fofana déclarent avoir visé la communauté juive, car c'est eux qui ont de l'argent. Yalda déclare « J'ai demandé à Youssouf ce qu'il comptait faire si les personnes n'avaient pas d'argent. Et il m'a dit que ce n'était pas possible, car les juifs étaient solidaires entre eux. Les juifs sont des victimes idéales, car s'ils n'ont pas d'argent, la communauté s'arrangera pour payer. » Le 21 février, Nicolas Sarkozy et leur ministre de l'Intérieur, à l'Assemblée nationale, confirment les motivations antisémites du gang des barbares. Ils avaient la conviction, entre guillemets, que les juifs ont de l'argent et que si ceux qui l'enlevaient n'avaient pas d'argent, sa famille et sa communauté seraient solidaires. Cela s'appelle de l'antisémitisme par de l'amalgame. Il n'est pas besoin d'ergoter davantage. Le 26 février, 150 000 personnes manifestent dans les rues de France pour rendre hommage à Ilan Halimi et dénoncer la barbarie antisémite. Le 5 mars, les juges d'instruction chargés de l'enquête retiennent le caractère antisémite comme circonstance aggravante du crime. En partie à cause d'une séance de torture racontée par certains geôliers. Ils racontent que leur pote Zigo, 17 ans, a écrasé un joint sur le front d'Ilan Halimi. Il a fait ça parce qu'il était un feuge et que Zigo n'aimait pas les feuges. Zigo a reconnu son geste mais a nié son caractère antisémite. La victime a sans doute fait du bruit ou gémi et comme je fumais un joint, j'ai appuyé un court instant ma cigarette au milieu de son front. La France s'interroge. Assisterait-on à la montée d'un antisémitisme en banlieue ? Yalda, qui a servi d'appât, a raconté aux enquêteurs la teneur d'une discussion avec Fofana. Fofana dit, comme l'a été rapporté par l'un des appâts, oui, tu comprends, je choisis un juif parce que les juifs sont les rois, ils bouffent l'argent de l'État et les noirs sont des esclaves. Cette phrase-là, on l'a déjà entendue dans la bouche d'un humoriste. En 2003, Dieudonné fait scandale chez Marc-Olivier Fogiel. J'encourage les jeunes gens qui nous regardent aujourd'hui dans les cités pour vous dire, convertissez-vous comme moi et essayez de vous ressaisir. Rejoignez l'axe du bien, l'axe américano-sioniste. Ça me paraît important, qui vous offrira beaucoup de débouchés, beaucoup de bonheur et surtout le seul axe qui vous offrira la possibilité de vivre encore un peu. C'est un peu une improvisation. L'humoriste appelle les jeunes des cités à le suivre. Fofana et sa troupe ont-ils regardé Dieudonné ce soir-là ? Après ce sketch, Dieudonné multiplie les déclarations provocatrices. Il met en concurrence le génocide des esclaves importés d'Afrique et celui subi par les Juifs au cours de la Seconde Guerre mondiale. Dieudonné n'a-t-il pas joué avec le feu ? Je prétends pas que Dieudonné a armé Fofana, mais je dis que cette petite idéologie sommaire qui explique que dans les banlieues, tous unis, les Noirs, les Arabes contre les esclavagistes, eh bien, elle finit par capillarité à pénétrer des cerveaux qui ne sont pas forcément extrêmement structurés. Depuis 2000, date de la reprise de l'intifada en Palestine, les actes antisémites ont explosé dans les banlieues. C'est l'antisémitisme de l'intifada. On leur dit que les Juifs sont des richards, c'est des profiteurs, que les Israéliens tuent chaque jour des mômes et des musulmans. Bon, ben, les types ne se posent pas plus de questions que cela. Voilà, on passe d'Israël aux Juifs parisiens, on passe d'un conflit géopolitique à des histoires d'argent et des clichés antisémites vieux comme le monde, etc. Enfin, il y a une espèce de bouillie comme ça, je pense, dans la tête de gens qui ne sont pas très bien structurés et puis qu'on d'un seul coup dérapé avec cette espèce d'amalgame. L'avocat de la famille Fofana refuse le caractère antisémite de ce crime. Non, le préjugé existe. Le préjugé existe, mais il n'est ni empreint d'idéologie, voilà, donc on va dire de haine antisémite, voilà, et même, on va dire, d'intention criminelle. Dans la France de 2006, Ilan Halimi a-t-il été tué parce qu'il était juif ?
Ilan Halimi n'a pas été tué parce qu'il est juif. Il est mort parce qu'il est juif. Je ne sais pas si vous entendez ce que je veux dire en disant cela. On ne l'a pas tué en tant que juif. En revanche, on l'a enlevé parce qu'il était juif. Donc il est mort parce qu'il était juif. Ce n'est pas par haine du juif qu'on l'a tué. On l'a tué parce que l'argent ne venait pas. Retour à Bagneux. Le 1er février, le gardien veut récupérer l'appartement. Il propose aux ravisseurs de transférer leur otage dans un immeuble voisin, sous la loge du gardien, dans la chaufferie. Le 1er février, de nuit, Fofana porte Ilan sur son dos. À l'extérieur, il faut marcher plusieurs centaines de mètres, à découvert, et personne n'aurait rien vu. Pendant 12 jours, Ilan a été séquestré et torturé dans cet appartement mal insonorisé, tout autour des voisins. Pendant 3 semaines, n'a-t-on rien vu, rien entendu dans cette cité ? Après la découverte du calvaire d'Ilan Halimi, Bagneux est traumatisé. La France s'interroge et stigmatise ses habitants. L'enquête n'a pas permis de savoir s'ils savaient qu'Ilan Halimi était séquestré. Le lendemain de l'arrestation du gang des barbares, certains habitants témoignent, à visage caché, par peur. Il y a des gens qui devaient savoir, mais qui n'ont rien dit. 29 personnes sont impliquées dans l'affaire Halimi. Au moment de leur arrestation, les voisins s'interrogent. Il paraît qu'il y a 20 personnes ou 15. Sur 15, il y en a bien, ça a bien dû s'ébruiter. Lui habitait juste au-dessus de la chaufferie où Ilan a été torturé pendant 9 jours. Il tient à démontrer qu'il n'a rien entendu. Si quelqu'un crie la nuit là, dans ce local-là, moi je ne peux pas l'entendre là où j'habite au-dessus, même si j'ai au premier étage. Hein. Mais dire que les locataires se sont tus et c'est ce qu'ils savaient, moi je dis que c'est faux. Les habitants jurent qu'ils n'ont rien vu, rien entendu. L'avocat de Fofana n'y croit pas. Parce que tout le monde dans la cité savait. C'est ça qui est quand même assez étonnant. Tout le monde dans la cité savait que dans un appartement, au 4e étage, je crois que 3e ou 4e, enfin voilà, au 4e étage, était détenu quelqu'un. Tout comme Joseph Cohen-Saban, qui a fait son enquête sur place. J'ai voulu voir où c'était. Dans une barre d'immeuble, on a eu des gens qui savaient que vers là-bas en bas, il y avait un gars qui était séquestré. Pas plus. Ça ne nous regarde pas. C'est que des ennuis. Quand on rentre d'aller faire les courses, on passe la tête basse parce que si on les regarde, ces petits branleurs de 15 ans qui tiennent les murs, on peut se faire cracher dessus, agresser. Ainsi, par lâcheté, les habitants n'auraient rien dit ? Et tant que personne ne parle, les autres se taisent. Voilà, c'est comme ça que ça se passe dans les cités. Peur, lâcheté, indifférence, peur des représailles, rien n'empêchait ceux qui savaient chez les barbares et leurs proches d'alerter la police de manière anonyme. En plus, on est à l'abri derrière sa porte dans la cité, hein, on est à l'abri derrière ses murs, donc s'il y a des bruits, des cris, on va surtout pas appeler la police parce qu'en fait c'est ça qui a le plus surpris la brigade criminelle. Tout au long de cette tragique affaire Ilan Halimi, la brigade criminelle va aller de surprise en surprise. Dès les premières heures de l'enlèvement d'Ilan, la brigade criminelle met en place une cellule de crise. 6 brigades, entre 45 et 400 hommes sont mobilisés. C'est le père d'Ilan qui est chargé des négociations. Il est assisté 24 heures sur 24 d'un négociateur et d'un psy chargé d'étudier le profil et le discours des ravisseurs. On aurait pu sauver Ilan Halimi chaque jour et presque chaque jour en fait. Ça a été une suite de rendez-vous manqués. La brigade criminelle est un service d'élite de la police judiciaire. Pourtant, les meilleurs spécialistes n'ont pas réussi à retrouver Ilan Halimi. Pourquoi ? Plusieurs erreurs ont été commises. Je pense qu'il aurait fallu payer la rançon qui était demandée. Le 14 février 2006, les parents d'Ilan se présentent au 36 quai des Orfèvres. Ils découvrent la stratégie policière en matière d'enlèvement. Négocier sans mettre en danger la vie de l'otage et ne jamais payer la rançon. Une position intransigeante qui remonte aux derniers enlèvements dans les années 70. Ça date effectivement de ce commissaire Bouvier, qui est l'auteur d'une circulaire en disant si on continue, si on verse des rançons, on va alimenter les systèmes. La stratégie de la brigade criminelle est simple, obliger les ravisseurs à entrer en contact physiquement avec le père d'Ilan lors de la remise de la rançon. Et à ce moment-là, on intervient, on fait semblant de donner de l'argent, ou si on donne de l'argent, ce qui est une exception, c'est du faux, ou de l'argent marqué, qu'on puisse suivre, etc. Mais Fofana change constamment le montant de la rançon et ne viendra jamais la chercher. Ah, ils ont pensé un peu à tout, c'est-à-dire le lieu de détention, le moyen de rapter la victime, de contacter la famille, ça a plutôt bien marché puisqu'ils ont noyé le poisson pendant 3 semaines. En revanche, ce
Ce qu'ils ne savent pas, c'est comment, et c'est toujours le problème des enlèvements, et c'est bien pour ça que tout le monde a abandonné depuis longtemps, c'est comment récupérer la rançon. Le gang des barbares passera 670 coups de téléphone en 3 semaines au père Dylan Halimi. Ils envoient de nombreux mails. Pourquoi la police a été incapable de remonter les pistes numériques? La façon dont les négociations se sont passées, l'utilisation massive de vecteurs, de cybercafés, de cabines téléphoniques, d'Internet, nous laisse penser que nous sommes en face d'un groupe organisé. Moko, l'informaticien du gang, connaît les systèmes des adresses IP intraçables et messageries électroniques anonymes. Pour semer les enquêteurs, Moko recommande à Fofana de changer systématiquement de cybercafé et de téléphoner via Internet. Et à l'époque, en tout cas, ces questions de cybercafé, de connexion, enfin de mail et où on sortait du schéma classique du téléphone, de la filature, etc., a perturbé l'enquête pendant un certain temps. Mais quand on regarde, c'est pas Wargame, je veux dire, le type en question, c'était pas un génie de l'informatique, ils n'ont pas utilisé des téléphones cryptés satellitaires, je sais pas quoi, avec des balises. Voilà, on est loin de c'est pas James Bond. Mais c'est là qu'on a vu qu'il y avait un décalage peut-être entre la culture policière et la culture de ces nouvelles générations. Autre problème, les opérateurs Internet mettent 10 à 15 minutes pour identifier l'ordinateur d'où est parti le mail. Le directeur de la police judiciaire se fâche. Le délai passe à 3 minutes, suffisant pour coincer l'expéditeur des mails. Le 2 février, la police a failli arrêter Fofana dans un cybercafé. Il le loupe à 30 secondes. Il lui court après et le rate. Fofana se méfiera encore plus. Fofana se vante un jour de retour à la cité de la Pierre Plate à Bagneux. J'ai été non seulement coursé par les keufs, mais une semaine auparavant, il se fait contrôler par les policiers. On l'arrête, on lui demande les papiers d'identité. En effet, les policiers du 17e arrondissement de Paris, intrigués par le comportement de Fofana qu'ils trouvent étrange, lui demandent ses papiers. Ils le laissent repartir. Ces gardiens de la paix n'ont pas eu la photo d'un individu activement recherché par la brigade criminelle. Cette photo de Fofana, la voici. Elle a été prise par la caméra de surveillance d'un cybercafé. La brigade criminelle n'avait pas jugé nécessaire de la faire largement circuler. La photo est aussitôt diffusée dans tous les commissariats de France. Au commissariat de Bagneux, les policiers ne percutent pas. Pourtant, ils connaissent bien Youssouf Fofana, l'homme sur la photo. Sur cette photo de mauvaise qualité, un détail important. L'homme masqué porte un sweatshirt de la marque Adedi. C'est une petite boîte de banlieue d'ailleurs qui a un certain succès, qui est tout près de Bagneux. Et surtout, c'est une marque qui est assez rare. Donc ils ont compté, ils se sont rendus compte qu'il y avait quoi, 1000-1500 survêtements en circulation. Un sweatshirt que ne quitte pas Youssouf Fofana. Il le portait lorsqu'il a été mis en garde à vue au commissariat de Bagneux. C'est le survêtement qu'il porte pour le fichier anthropométrique. Non seulement Fofana a été connu des services de police de Bagneux, mais il n'y a même pas un mois auparavant, il avait été arrêté, contrôlé. On a retrouvé une arme blanche sur lui à ce moment-là, le blouson, le fameux blouson Adedi, et on l'a pris en photo dans ce même commissariat. Les policiers du commissariat de Bagneux n'ont pas percuté sur le survêtement Adedi. Ils ne percutent toujours pas lorsque leurs collègues de la brigade criminelle se présentent au commissariat le 9 février 2006. Ilan est déjà séquestré depuis 17 jours. Le 9 février, la brigade criminelle fait le rapprochement avec la tentative d'enlèvement de Michael Douyeb. Pourquoi leur a-t-il fallu 17 jours pour faire le rapprochement? Michael Douyeb guide les policiers à Bagneux, au 175 rue Henri Ravera, en face de la cité de Fofana. 2 officiers interrogent les habitants et la gardienne, sans succès. Et donc ils sont au cœur même du territoire du gang de Bagneux. Ils sont à 700 mètres d'Ilan. Les policiers repartent bredouille. Erreur professionnelle grave? Que s'est-il passé? Ils recherchent des agresseurs de Michael. Tous habitent la cité d'en face. Pourquoi n'ont-ils pas poussé leur enquête de proximité? Pourquoi la brigade criminelle ne s'est pas acharnée alors que le mode opératoire est calqué sur celui mis en place pour Hélène Halimi? Le 8 février, Noël Robin, le chef de la brigade criminelle, conseille à Didier Halimi, épuisé, de ne plus répondre au téléphone aux ravisseurs, pour obliger les malfaiteurs à communiquer davantage sur Internet. Les policiers étaient désarçonnés. La police nous a demandé d'arrêter les relations téléphoniques. Je pense que ça a été une erreur. Ça les a rendus enragés. Les ravisseurs, l'argent ne venant pas, harcèlent, menacent, insultent le père Dylan. Nous commençons à nous dire que vous ne voulez pas payer. Si vous ne nous donnez pas l'argent, nous envisageons de tuer. La police fait monter la pression et répond par mail. Donnant, donnant, la rançon en échange de l'otage. Les policiers n'ont-ils pas risqué la vie d'Ilan en coupant la communication avec ses ravisseurs? Leur but, les faire sortir, les obliger à se découvrir.
Toujours est-il qu'ils ne le font pas. Ce qu'ils font, c'est ils se tendent énormément, ils se braquent, ils insultent pendant des jours, enfin pendant des heures, une journée ou deux, ils passent leur temps à insulter Didier Halimi au téléphone. Et c'est là que les choses visiblement dégénèrent et ils commencent à s'en prendre à Ilan. Fofana laisse 2 messages aux parents d'Ilan et annonce « On va le relâcher quand il sera mort ». Pour Samy Gozlan, commissaire de police à la retraite, ses collègues ont couru un risque inconsidéré. On ne coupe pas la communication avec les preneurs d'otages. C'est dangereux. Je crois qu'il fallait maintenir la relation. Quelle qu'elle soit, il fallait la maintenir. À partir du moment où on décide de couper la relation avec les preneurs d'otages, on a mis en danger Ilan Halimi. 5 jours après avoir rompu le contact, on retrouvera Ilan à l'agonie à Sainte-Geneviève-des-Bois. Les policiers avaient établi le portrait robot de la jeune fille qui draguait les collègues d'Ilan. Pourquoi ont-ils attendu la mort d'Ilan pour le diffuser? C'est pourtant ce qui permettra de démanteler le gang de Bagneux. Les filles elles-mêmes ont été surprises, choquées et ont pris peur. Et c'est elles qui se sont elles-mêmes présentées à la police pour dénoncer les faits. Audrey découvre son portrait robot dans le journal. Ce n'est pas elle qui a été l'appât d'Ilan, elle prend peur. Le facteur déclencheur, c'est quand elle a vu que c'est passé dans le secteur où elle habitait, une chose horrible. Et à ce moment-là, il est allé raconter à la police tout ce qu'elle savait. Elle va se livrer au commissariat de Montrouge. Au commissariat de Montrouge, il percute cette fois-ci très vite. Et de là on commence à démanteler le gang. Voilà ce qu'elle raconte à la police. Elle raconte que Fofana lui a demandé d'aller draguer des juifs et que son petit ami Jérôme est mêlé à l'enlèvement d'Ilan Halimi. Grâce à ces déclarations, le gang est arrêté et passe aux aveux. 2 jours avant l'arrestation de ses complices à Bagneux, Fofana a pris la fuite. Il a pris l'avion pour la Côte d'Ivoire. Moi, je n'explique pas comment un individu comme ça, qui est recherché, ait pu voyager aussi librement. C'est incompréhensible. Des gens qui ont des dettes, qui ont des PV, on arrive à les empêcher de voyager, parce qu'ils ont des contraintes. Et puis lui, il arrive à aller et venir, à envoyer ses mails depuis la Côte d'Ivoire, revenir en France pour demander la rançon. Il y a quand même quelque chose d'incompréhensible. Fofana s'est réfugié en Côte d'Ivoire, le pays de ses parents. Son intention, rejoindre la zone rebelle, loin de la police. Là, on aurait certainement perdu sa trace. Le 5 mars, Fofana est arrêté. Il croit que la nationalité ivoirienne de ses parents lui évitera l'extradition. Interrogé par des policiers ivoiriens assistés de 2 enquêteurs de la brigade criminelle, Fofana est agité. Pour le mettre en confiance, les policiers ivoiriens lui proposent de faire venir sa petite amie, Myriam, venue lui porter de la nourriture. C'est au cours de cette visite qu'une interview de Fofana est réalisée par un journaliste ivoirien. iTélé la diffuse en France. Fofana y apparaît narquois et décontracté. Il nargue la police française. L'enlèvement il a été fait à des fins financières. Qu'est-ce que vous avez à dire à la famille d'Ilan? Que leur enfant, je ne l'ai pas tué. Je sais que si la guillotine serait là, je pense que c'est possible qu'on aurait pu la suggérer pour moi. Le cynisme et la désinvolture de Fofana pendant cette interview scandalisent la famille Halimi. À la suite de cette interview, Fofana a confiance. Il passe aux aveux. Il pense qu'il ne sera pas extradé. Fofana considère qu'il ne devait pas être extradé. Il était certain d'être protégé par l'État de Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo, le président de la Côte d'Ivoire, signe le décret d'extradition. Fofana est renvoyé en France. Fofana avouera tout pendant sa garde à vue à Abidjan, la première et la dernière fois qu'il s'expliquera sur les faits. Depuis, Fofana a toujours refusé de répondre aux questions des juges d'instruction. Les déclarations de Fofana en Côte d'Ivoire sont donc précieuses et circonstanciées. Elles coïncident parfaitement avec les déclarations de ses complices à Paris. Il reconnaît avoir été le chef du gang des barbares. Il reconnaît tout sauf une chose, le meurtre d'Ilan Halimi. Pourtant, il a été clairement accusé par l'un de ses lieutenants, Smiler. Fofana assume tout. Tout sauf le meurtre d'Ilan Halimi. Voilà ce qu'il raconte aux enquêteurs. Fofana a perdu le contact avec la famille Halimi. Les geôliers ne veulent plus garder l'otage. Fofana décide de s'en débarrasser. Il leur demande de préparer l'otage.
Nabil, Zigo et Cédric doivent nettoyer toute trace compromettante sur Ilan. On devait le laver. Je lui ai coupé les cheveux. Zigo et Nabil trouvaient que c'était pas assez court. Ils ont essayé de lui raser les cheveux avec un rasoir mécanique. Il lui lave et lui rase la tête et l'enveloppe dans un drap. Fofana le porte et le met dans le coffre d'une voiture volée. C'est la dernière fois que les geôliers ont vu Ilan vivant. Fofana prend le volant et quitte Bagneux. Ce qui s'est passé ensuite reste un mystère. Ce que dit Fofana, qui est quand même surprenant, il dit « Je ne l'ai pas tué de mes propres mains ». Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Ilan n'a-t-il pas été relâché? Pourquoi a-t-il été tué? Il avait soulevé son bandeau, Ilan Halimi, et qu'il avait aperçu le visage de Youssouf Fofana. Et qu'à partir du moment où il avait aperçu le visage, il était condamné à mort. Et du coup, Youssouf, avec un couteau, lui a mis un coup dans la gorge vers la carotide, puis un coup de l'autre côté de la gorge. Ensuite, il a essayé de lui couper le bas de la nuque. Puis il lui a mis un coup de couteau dans le flanc. Il avait sûrement dû revenir avec un bidon d'essence, car il m'a dit qu'il avait utilisé un bidon pour asperger Ilan avec ce combustible et l'a incendié sur place. À ce moment, il m'a dit « ça a fait une grande flamme et je suis parti ». Pourquoi cet acharnement jusqu'à la mise à mort? C'est très difficile de tuer un homme. C'est pas aussi facile qu'on l'imagine. Si on n'a pas un revolver, une arme à feu, ce n'est pas facile. Et quand on ne sait pas comment faire, ça prend du temps et ça tourne à la boucherie. Malgré les déclarations de Smiler, Fofana refuse d'endosser le crime. Il accuse son copain Craps de Bobigny. Voilà ce qu'il déclare aux enquêteurs. J'ai roulé jusqu'au parking du centre commercial de la Vache Noire. J'ai remis Ilan à Craps sur le parking du supermarché Cora. Après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Lorsque Fofana fait sa déclaration en Côte d'Ivoire, son copain Craps est en cavale. Craps sait que Fofana l'accuse de meurtre. Il finit par se rendre à la police. Il a quand même choisi de se rendre pour témoigner lors du procès. Et depuis cette date-là, il ne l'ouvre pas. C'est motus et bouche cousue. J'ai eu l'occasion de parler avec son avocat qui m'a dit « Voilà, vous avez compris, mon client ne parlera pas. Il risque gros. Il est quand même mouillé jusqu'au cou, mais c'est pas lui qui a tué. » Craps assume l'enlèvement, mais il refuse d'endosser le meurtre et il refuse surtout de livrer ses deux complices de Bobigny, ceux qui ont enlevé Ilan avec lui. Et ces personnes, d'ailleurs, l'un de commis en examen, qui les connaît très bien, qui les a recrutés, dit que je ne veux pas révéler leur identité, notamment j'ai peur des représailles pour moi et pour ma famille. Craps ne veut pas donner ses complices. Ses complices courent toujours. Aucun indice matériel ne relie Fofana au meurtre d'Ilan. Seul le témoignage de Smiler l'accuse. En revanche, le téléphone portable de son copain Craps, lui, a été localisé non loin de Sainte-Geneviève-des-Bois, où Ilan a été abandonné mourant. Qui était présent lors de la mise à mort d'Ilan Halimi? Qui a porté les coups de couteau? Qui a mis le feu à Ilan? Le procès du gang des barbares permettra-t-il de savoir qui a achevé Ilan Halimi? Le 27 avril prochain s'ouvrira le procès du gang des barbares. 10 semaines sous haute tension. La famille Halimi fera face pour la première fois aux ravisseurs d'Ilan. Au premier rang, ils devront affronter Fofana, celui qui les a harcelés, insultés, menacés pendant 3 semaines. Celui qui est responsable de la mort de leur fils. Les débats s'annoncent éprouvants. Il va falloir écouter la liste des sévices endurés par Ilan Halimi, voir les photos abominables prises par les ravisseurs. La famille d'Ilan doit revivre ce cauchemar pour obtenir justice. À Bagneux aussi, on attend ce procès avec impatience. Il doit des explications quand même, d'abord à la famille du défunt et puis aux gens du quartier aussi. Je ne sais pas ce qu'il va dire, je ne sais pas ce qui se passe dans sa tête. Juste ce qu'il a fait, c'est tellement honteux, tellement bas, tellement crapuleux, tellement je sais pas. Il faut aller jusqu'au bout des choses, il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé, les motivations, pourquoi, qu'est-ce qui les a poussés à faire ça. Que justice soit faite. Malheureusement, le jeune Ilan qui est mort, dans cette histoire, c'est triste. 1 an après sa mort, Ilan a été inhumé à Jérusalem, en Israël. Fofana, quant à lui, après avoir épuisé plus de 40 avocats, il a décidé d'assurer sa défense lui-même. Impossible selon le droit français. C'est donc l'avocat de ses parents, maître Philippe Missamou, qui devrait le représenter. Certainement, j'assurerai sa défense. Bien. Mais, malheureusement, Fofana a déjà conçu sa défense. Sa ligne, c'est d'opter pour le mutisme, d'opter pour l'évitement,
En gros, enfin, certainement, il ne répondra pas exactement aux questions, ou peut-être refusera-t-il de répondre à quelques questions. Il dira simplement que il avait déjà parlé, qu'il s'était exprimé en Côte d'Ivoire, il soutiendra certainement que les déclarations qu'il a faites en Côte d'Ivoire lui ont été extorquées et qu'il a été torturé. Et voilà, donc c'est son système de défense qui, à la vérité, n'en est pas un. Fofana assumera-t-il les déclarations circonstanciées qu'il a faites devant les policiers français en Côte d'Ivoire? Déclarations qui coïncident presque toutes avec celles de ses complices. Ou choisira-t-il de sombrer dans le même délire islamiste qu'il adopte depuis 2 ans? J'ai bien peur malheureusement que Fofana s'empare de cette audience pour en faire un espèce d'exutoire, pour se lancer dans des diatribes sans queue ni tête. Moi j'aurais préféré que cette audience soit celle aussi, montre les erreurs qui ont été faites, qu'on puisse s'en inspirer pour éviter qu'une nouvelle Halimi arrive, et qu'on puisse aussi dénoncer cette lâcheté ambiante qui a prévalu sûrement à un moment donné lors de ce rapt qui a quand même duré 3 semaines. Quoi. Il y a ceux qui ont fait, il y a ceux qui ont vu et n'ont rien fait, il y a ceux qui ont su et n'ont rien dit, et il y a ceux qui se sont aveuglés et assourdis. Et c'est tout cela qui vont devoir en répondre. Et j'aimerais que le procès soit public pour ça. Procès de la lâcheté ambiante, procès des méthodes policières et procès de la montée d'un nouvel antisémitisme en banlieue. Une crainte pour l'avocat de la famille Fofana. La nature de ce procès, c'est un procès judiciaire. Ce n'est pas une affaire politique. Moi, c'est tout ce que moi. C'est pas un procès politique, c'est un procès judiciaire. Un procès judiciaire qui va. Donc, nous avons une cour d'assises qui va juger un crime crapuleux, mais pas un crime antisémite. Crime crapuleux ou crime antisémite, les questions sur les motivations antisémites du crime ne risquent-elles pas d'occulter le reste des débats? Moi, j'aimerais bien que ce ne soit pas le procès de l'antisémitisme. Je crois que c'est le procès de la lâcheté d'une société où on ne s'entraide pas. C'est ça le vrai sujet. Je n'ai pas envie qu'on vienne dire que ce procès, c'est destiné à dire que l'antisémitisme est là, présent, il se réveille à tout instant. On le dira parce que c'est vrai. Mais si on se limite à ça, on passera à côté. Très attendu aussi les peines prononcées à l'encontre du gang des barbares. Il faut que les peines, dans cette affaire-là particulièrement, soient sévères, exemplaires et dissuasives. Sinon, l'affaire Ilan Halimi n'aura servi à rien dans notre pays. Saura-t-on enfin pourquoi ces jeunes se sont montrés aussi barbares? Comment on sombre dans la barbarie? Pourquoi on n'arrive pas à arrêter à un moment donné l'engrenage? J'ai envie qu'on aille au-delà des mots, gang des barbares, machin, ultra-violence, ok, mais j'ai envie de comprendre, oui, parce qu'il faut qu'on connaisse mieux de quoi est faite cette violence pour qu'elle ne se reproduise pas. La mère d'Ilan Halimi attend beaucoup du procès des meurtriers de son fils. Que la justice soit faite et que surtout il n'y ait pas de circonstances atténuantes pour ces criminels. Qu'il y ait quelque chose de fait à l'heure actuelle pour ce genre de crime, que plus jamais ça ne recommence, parce que c'est indigne d'un pays comme la France. Les membres du gang des barbares encourent la réclusion criminelle à perpétuité. Mais si l'antisémitisme était retenu comme charge aggravante, un triste chapitre s'ajouterait à l'histoire de France de 2006. Un juif est mort parce qu'il est juif dans notre pays. Ce n'était pas arrivé depuis la Shoah.